Comme dans le cas de la régression multiple classique, on doit maintenant s'assurer aussi de la qualité du modèle. Et comme avant, on doit vérifier deux choses. D'abord, l'utilité globale du modèle et après aussi l'utilité de chaque variable explicative qui a été utilisée dans le modèle. Comme toujours, il vaut mieux de simplifier le modèle si possible pour qu'on sait plus facilement l'interpréter et l'utiliser pour des analyses complémentaires. Après, on peut aussi regarder les valeurs ajustées qu'on a obtenues du modèle et aussi déterminer si les résidus obtenus paraissent convenables. On va donc maintenant revoir pour les GLM ce qu'on a déjà vu pour les modèles linéaires multiples, mais avec une complexité additionnelle, c'est-à-dire on n'a plus la décomposition de la variance qu'on avait pour les modèles linéaires classiques. Ici, cette analyse sera donc un peu plus compliquée car on a seulement les mesures de vraisemblance et pas cette décomposition de variance. Commençons d'abord avec l'utilité globale du modèle. Donc on va reprendre ce test omnibus. Le test omnibus qui va voir si tous les paramètres sont égaux à 0 ou pas. Dans ce cas, si on ne sait pas rejeter l'hypothèse nulle, cela veut dire qu'aucune variable est significative dans notre modèle. Donc, aucune variable va donner d'informations sur la variable d'intérêt sur la variable y. Dans ce cas, le modèle n'est pas adéquat et donc on doit penser à d'autres techniques pour analyser nos données. Comme dit, pour les GLM, on n'a plus la notion de variabilité, donc de la variance des écarts carrés, mais on doit utiliser la vraisemblance. On va noter la vraisemblance avec la lettre majuscule L, mais vous allez voir que la plupart du temps, c'est pas la vraisemblance qu'on va utiliser, mais le logarithme de la vraisemblance, donc le logarithme qu'on va définir, qu'on va noter avec L minuscule. Cette transformation de vraisemblance en logarithme de vraisemblance est un simple détail technique. Ce qui est important est qu'on a une fonction qui va mesurer le caractère vraisemblable du modèle pour un ensemble de paramètres estimés. Ici, ces paramètres du modèle, donc le alpha, bêta 1 jusqu'à bêta p, se trouvent cachés dans le mu. La valeur pour cette fonction qui va caractériser la vraisemblance du modèle sera plus haute si les paramètres du modèle sont plus plausibles, plus vraisemblables. Pour caractériser encore plus cette notion de plausibilité des paramètres, on va définir la déviance du modèle. Cette déviance, notée avec D majuscule, est l'écart entre deux vraisemblances. Si on ignore le facteur -2, la déviance est égale à la différence entre la vraisemblance qui est évaluée dans les paramètres obtenus par la méthode du maximum de vraisemblance, donc la valeur alpha, bêta 1 jusqu'à bêta p qu'on a obtenue par cette méthode de maximum de vraisemblance, et la vraisemblance de ce qu'on appelle le modèle saturé. Dans ce modèle saturé, on va remplacer chaque valeur de la moyenne, donc les valeurs de la moyenne qu'on a normalement obtenues à partir du modèle linéaire généralisé, on va remplacer ces valeurs par les observations YI. Donc je ne peux pas faire mieux pour chaque individu que de dire que sa moyenne est égale à la valeur observée. En pratique, ce modèle saturé n'est pas gérable car le nombre de paramètres à estimer est égal au nombre d'observations. Mais c'est la meilleure estimation possible car dans ce cas, votre estimation est à chaque fois égale, complètement égale à l'observation. Vu que le modèle saturé est le meilleur possible, la vraisemblance de notre modèle estimé sera toujours inférieure à la vraisemblance du modèle saturé, ce qui est égal à la vraisemblance maximale. Pour que la déviance sera une quantité positive, on donc ajoute le signe moins, on donc va multiplier avec -1. De cette manière, on sait vraiment penser en termes des écarts, donc le plus l'écart est grand, le moins bon le modèle sera. Le facteur 2 dans la définition de la déviance est un détail technique pour garantir qu'on va suivre certaines distributions. Ce qui est important à retenir pour la déviance est que la déviance est toujours positive et en plus que la déviance va diminuer si le nombre de paramètres augmente, car si le nombre de paramètres augmente,
on sait se rapprocher de plus en plus vers le modèle saturé. Et donc, pour pouvoir comparer différents modèles, on va comparer leur déviance. On commence par comparer la déviance du modèle de base, donc le modèle vide, un modèle qui contient aucune variable dépendante, avec un modèle qui exploite par exemple P paramètres. Ce modèle de base, qu'on va appeler le modèle nul, contient un seul paramètre, alpha l'intercepte. Naturellement, la déviance du modèle avec P paramètres va être plus petite que la déviance du modèle de base, mais on doit vérifier si cette différence est significative, sachant que la complexité du modèle a augmenté. On va donc comparer la déviance du modèle nul et du modèle qu'on est en train d'étudier. C'est ce qu'on appelle ici la déviance du modèle nul et la déviance résiduelle. Évidemment, comme déjà dit, la déviance résiduelle va être meilleure que la déviance nulle, car le modèle étudié utilise plus de paramètres et a donc plus de chances de faire de bon travail. Pour faire ce test, on va calculer la différence entre la déviance nulle et la déviance résiduelle, et sous l'hypothèse nulle, cette différence va suivre une loi chi carré à p degrés de liberté. Donc le nombre de degrés de liberté correspond au nombre de paramètres ajoutés au modèle plus complexe. On sait bien sûr faire ce test directement en R, mais l'output de la procédure GLM contient déjà toutes les informations nécessaires pour effectuer le test à la main. Donc, si on regarde l'output de la fonction GLM, on trouve ces informations ici. La déviance nulle est 179,75 et la déviance résiduelle est 113,18. On voit aussi que les différents degrés de liberté sont donnés et leur différence va correspondre au nombre de paramètres ajoutés au modèle. Pour cet exemple-ci, on va expliquer richness en fonction de la variable NAP, et si on calcule la différence entre les déviances, on trouve une différence de 66,75 pour 1 degré de liberté. Cette valeur de 66 est énorme pour une distribution chi carré, et donc la valeur P sera égale à 0, et on va rejeter l'hypothèse nulle. Cela veut donc dire que le modèle qu'on a considéré est significatif. Idem pour l'exemple des saumons. Vous avez ici la déviance nulle, donc la déviance qui correspond au modèle avec seulement l'intercepte. Et ici, vous trouvez la déviance résiduelle, la déviance pour le modèle qui contient les deux variables freshwater et marine. En plus, vous voyez de nouveau que la différence entre les degrés de liberté va donner le nombre de paramètres ajoutés au modèle plus complexe, donc 2 paramètres ajoutés freshwater et marine. Après, on recalcule la différence D0 moins dP, donc la déviance nulle moins la déviance résiduelle, ce qui donne une valeur 99. De nouveau, 99 est énorme pour une distribution chi carré, et donc on va rejeter aussi ici l'hypothèse nulle.